Il y a des moments dans l'histoire où la logique s'effondre, où ce qui devrait être impossible se produit quand même, sous les yeux de milliers de témoins qui n'arrivent pas à croire ce qu'ils voient. Le 30 avril 1429, les soldats anglais qui assiégeaient Orléans depuis des mois levèrent le camp et battirent en retraite. Ils étaient plus nombreux. Ils avaient le temps pour eux. Et pourtant, ils fuyaient. Pas à cause d'un général chevronné, ni d'une armée de secours venue de loin. Ils fuyaient à cause d'une fille de 17 ans qui n'avait jamais tenu une épée 6 mois auparavant. La France de cette époque n'était pas un pays. C'était une plaie ouverte. 100 ans de guerre avaient transformé les routes en cimetières, les villages en décombres et les hommes en fantômes. Paris était aux mains des Anglais. La moitié du territoire obéissait à un duc bourguignon allié à l'ennemi. Et le seul homme qui aurait pu prétendre au trône de France se terrait dans un château de la Loire, paralysé par le doute, incapable de croire qu'il était vraiment le fils légitime de son père. Le royaume n'attendait pas un sauveur. Il attendait la mort. C'est dans ce monde-là qu'elle est apparue. Pas depuis les grandes salles du pouvoir, pas depuis les rangs de la noblesse ou les cloîtres de l'Église. Elle est arrivée depuis un champ. Depuis un village si petit que la plupart des cartes de l'époque ne prenaient même pas la peine de le mentionner. Elle n'avait ni titre, ni fortune, ni formation militaire. Ce qu'elle avait, c'était une certitude absolue, une voix intérieure qui lui disait que c'était elle et personne d'autre, qui devait sauver la France. Et l'incroyable, le véritablement incroyable, c'est que les gens ont fini par la croire. Ce qui s'est passé ensuite défie encore les historiens qui ont consacré leur vie à l'étudier. En moins d'1 an, cette adolescente en armure a renversé le cours de la guerre de 100 ans, fait couronner un roi, libéré des villes que personne ne pensait plus pouvoir reprendre, et planté dans la conscience collective d'une nation un symbole si puissant qu'il brûle encore aujourd'hui. Puis elle a été capturée. Brûlée vive sur une place publique de Rouen, à 19 ans, par des hommes qui avaient tout à craindre d'une fille qui refusait de plier. Mais voilà ce que personne ne te dit vraiment sur Jeanne d'Arc. Ce n'est pas une histoire de miracle. C'est une histoire de pouvoir, de comment il se construit, de comment il se protège, et de ce qu'il fait aux gens qui le menacent sans en avoir demandé la permission. C'est l'histoire d'une France au bord du gouffre qui a trouvé en une seule personne la raison de continuer à se battre. Et c'est l'histoire d'un feu qu'on a allumé pour la faire taire. Et qui n'a jamais cessé de brûler. Il existe une question que les historiens n'ont jamais vraiment résolue. Pas parce qu'il manquait de documents, ni parce que les archives avaient brûlé, mais parce que la réponse, quelle qu'elle soit, est également dérangeante dans tous les sens. Comment une fille de 17 ans, analphabète, sans formation militaire, sans connexion politique, sans rien d'autre que sa propre conviction, comment cette fille-là a-t-elle réussi à convaincre un général, puis un roi, puis une armée entière de la suivre? Et surtout, pourquoi ont-ils accepté? C'est la question qui va nous occuper. Et la réponse est bien plus troublante qu'un simple miracle. Avant de parler de Jeanne, il faut parler du monde dans lequel elle est née. Parce que ce monde-là est la clé de tout. Domrémy, 1412. Un village de quelques dizaines de familles à la frontière entre la Lorraine et le duché de Bar, dans une région que la guerre avait transformée en terrain de chasse permanent. Les troupes anglaises et bourguignonnes passaient et repassaient, pillant les récoltes, brûlant les granges, emmenant les bêtes. Les paysans avaient appris à fuir vers la forêt dès qu'ils entendaient des sabots sur la route. L'enfance de Jeanne n'était pas une idylle champêtre.
C'était une leçon quotidienne en survie. Son père, Jacques d'Arc, était un laboureur respecté dans le village, ce qui voulait dire qu'il avait légèrement plus à perdre que ses voisins et légèrement moins de chances de tout perdre d'un coup. Jeanne a grandi en aidant au champ, en gardant les moutons, en apprenant les prières que sa mère lui enseignait avec une précision quasi militaire. Elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire. Ce qu'elle savait faire en revanche, c'était écouter. Et à partir de ses 13 ans, elle a commencé à entendre quelque chose que personne autour d'elle n'entendait. Une voix, puis plusieurs. Elle dira plus tard, devant ses juges, que la première fois c'était un midi d'été dans le jardin de son père. Une lumière d'abord, puis une voix qui lui disait d'être bonne, d'aller à l'église, de faire ce que Dieu attendait d'elle. Elle avait eu peur, elle avait pleuré. Puis la voix était revenue, et encore, et encore. Elle identifiera ces voix comme celles de Saint Michel, de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite, les saints les plus populaires de la dévotion du peuple à cette époque. Mais ce qui se passe après, c'est là que l'histoire bascule complètement. Parce que ces voix ne lui demandent pas de prier davantage. Elles ne lui demandent pas de jeûner, ni d'entrer au couvent, ni de se consacrer à une vie de contemplation tranquille. Elles lui demandent quelque chose d'infiniment plus précis et d'infiniment plus fou. Aller trouver le dauphin de France, Charles, et le faire couronner roi à Reims. Libérer Orléans assiégé. Chasser les Anglais du royaume. Jeanne a 17 ans. Elle n'a jamais quitté sa vallée. Et des voix célestes lui donnent des ordres militaires et politiques d'une précision chirurgicale. Arrêtons-nous une seconde sur ce détail, parce qu'il est vertigineux. Ce n'est pas une vision vague de paix et d'amour universel. C'est un plan opérationnel. Orléans d'abord, Reims ensuite. Et le calendrier est serré, parce que les voix lui disent que son temps sera court. Aujourd'hui, un psychiatre pourrait passer des heures à débattre du diagnostic. Un théologien pourrait passer des années à en discuter, la divine ou diabolique. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'effet que cette conviction absolue va produire sur tous ceux qui vont croiser le chemin de Jeanne. La vraie question n'est pas de savoir si les voix étaient réelles. La vraie question est: qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un général aguerri quand il se retrouve face à une fille qui parle de la guerre avec cette certitude-là? Pendant 4 ans, Jeanne garde ce secret. 4 ans de voix qui reviennent, qui insistent, qui précisent des détails de plus en plus concrets. 4 ans pendant lesquels elle continue de garder les moutons et d'aller à la messe, mais avec une tension intérieure que ses proches commencent à percevoir sans comprendre. Son oncle maternel, Durand Laxart, sera le premier à l'entendre vraiment. C'est lui qui finira par l'accompagner jusqu'à Vaucouleurs, la ville la plus proche tenue par les forces fidèles au dauphin. Ce voyage de quelques kilomètres est le premier pas d'une des trajectoires les plus extraordinaires de tout le Moyen-Âge. Il faut imaginer la scène. Janvier 1429. Un froid de plomb sur la Lorraine. Une fille en robe de bure se présente devant Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs, homme de guerre endurci par des années de conflit, habitué aux suppliques des paysans et aux fausses promesses des prophètes de village. Jeanne lui dit qu'elle a besoin d'une escorte pour aller voir le dauphin, parce que Dieu lui a ordonné de libérer la France. Baudricourt la regarde, dit à son oncle de la ramener chez son père et de lui donner une bonne correction. Jeanne repart. Mais elle revient. Elle revient en janvier. Elle revient en février. Elle revient avec une persistance qui commence à déstabiliser le capitaine. Puis elle fait quelque chose qui change tout. Elle lui prédit une défaite française, le désastre des harengs, une bataille perdue par les troupes du dauphin, avant que la nouvelle n'arrive officiellement à Vaucouleurs. Quand la défaite est confirmée, quelque chose change dans le regard de Baudricourt. Ce n'est pas de la foi mystique. C'est quelque chose de plus pragmatique et de plus intéressant. Il commence à se demander si cette fille ne représente pas une opportunité qu'il serait stupide de laisser passer. La France est à genoux, le dauphin est désespéré,
Et voilà qu'une prophétesse de village arrive en disant exactement ce que tout le monde a besoin d'entendre. Il y a un détail dans cette histoire que la plupart des récits passent trop vite. Avant d'accorder l'escorte à Jeanne, Baudricourt fait faire une chose très précise. Il demande à un prêtre de l'examiner, d'évaluer si elle est possédée, si elle est folle, si elle représente un danger spirituel ou politique. C'est l'équivalent médiéval d'un audit de risque avant de signer un contrat. Et le prêtre revient avec un verdict qui va sceller l'affaire. Il n'y a rien de mauvais en elle. Ce tampon ecclésiastique, aussi modeste soit-il, est ce qui permet à Baudricourt de prendre sa décision sans perdre la face devant ses hommes. Il lui donne une escorte de 6 cavaliers, un cheval et une tenue masculine pour voyager en sécurité à travers des terres hostiles. Jeanne d'Arc quitte Vaucouleurs le 22 février 1429 pour traverser 300 km de territoire ennemi et aller voir un roi. 11 jours de voyage dans le froid, la nuit, à travers des forêts tenues par des soldats anglais et bourguignons qui auraient fait leur fortune en capturant n'importe quel messager du dauphin. Ses compagnons diront plus tard qu'ils n'avaient pas voulu partir, qu'ils avaient trouvé l'entreprise suicidaire, qu'ils s'étaient dit entre eux qu'ils feraient demi-tour à la première occasion. Et puis quelque chose s'était passé en chemin. Quelque chose dans la manière dont Jeanne avançait dans l'obscurité, avec cette certitude tranquille qui finit par être plus contagieuse que la peur. Ils arriveront à Chinon le 6 mars. Et là, le vrai test commence. Parce qu'un capitaine de province, on peut le convaincre avec une prédiction et de la persistance obstinée. Mais convaincre un roi, même un roi qui ne croit pas vraiment en sa propre légitimité, c'est une autre affaire entièrement. Ce qui va se passer dans la grande salle du château de Chinon va devenir l'une des scènes les plus racontées et les plus débattues de tout le Moyen-Âge français. Mais pour comprendre pourquoi Charles a finalement décidé de recevoir Jeanne et pourquoi il a décidé de la croire, il faut d'abord comprendre dans quel état se trouvait ce royaume qu'elle prétendait vouloir sauver. Et cet état, mes amis, était bien pire que ce que vous imaginez. Pour comprendre ce que Jeanne a accompli, il faut d'abord comprendre ce qu'elle a trouvé en arrivant. Et ce qu'elle a trouvé, c'est un royaume qui n'existait plus vraiment. Pas un royaume en guerre, ça la France connaissait depuis des générations. Quelque chose de pire. Un royaume qui avait cessé de croire en lui-même. Un royaume dont les habitants, du paysan le plus démuni au noble le mieux installé, avaient intégré une idée insupportable. Peut-être que c'était fini. Peut-être que la France, telle qu'elle avait existé, appartenait déjà au passé. Il faut remonter au traité de Troyes, signé en 1420. Ce document est l'une des capitulations les plus spectaculaires de l'histoire médiévale européenne. Le roi de France, Charles VI, à moitié fou, incapable de gouverner depuis des années, ballotté entre des factions qui se déchiraient le pouvoir comme des chiens sur un os, signe un accord avec le roi d'Angleterre, Henri V. Le contenu est simple et dévastateur. La couronne de France reviendra à Henri V et à ses héritiers après la mort de Charles. Le fils légitime de Charles, le dauphin, est déclaré bâtard et exclu de la succession. En une signature, la France est effacée en tant que royaume indépendant et transformée en province d'un empire franco-anglais à domination anglaise. Les deux hommes qui signent ce traité meurent à quelques mois d'intervalle en 1422, ce qui aurait pu tout changer. Mais Henri VI, le fils du roi anglais, n'a que 10 mois quand il hérite des deux couronnes. Des régents anglais prennent le contrôle de Paris et du nord de la France avec une efficacité froide et méthodique. Et le dauphin Charles, qu'on appelle maintenant le roi de Bourges parce que c'est à peu près tout ce qu'il contrôle encore, se retrouve dans une situation absurde. Il est officiellement le roi légitime pour la moitié du pays et officiellement un bâtard illégitime pour l'autre moitié. Personne ne sait vraiment qui il est. Lui moins que quiconque. C'est là que l'histoire devient vraiment sombre. Parce que le problème de la France en 1428 n'est pas seulement militaire, c'est un effondrement de légitimité totale. Paris,
La capitale est anglaise. La Normandie est anglaise depuis 1414. La Guyenne, au sud-ouest, l'est depuis encore plus longtemps. Et la Bourgogne, le duché le plus puissant de France, a choisi l'alliance anglaise après l'assassinat du duc Jean sans Peur par les partisans du dauphin. Cette décision bourguignonne a changé la carte du conflit d'une façon que beaucoup de contemporains ont perçue comme définitive. Ce n'était plus la France contre l'Angleterre, c'était la France contre elle-même. Et l'Angleterre regardait avec satisfaction. Maintenant, oublie les cartes et les traités une seconde. Descends dans la rue, descends dans les champs. Qu'est-ce que ça voulait dire concrètement d'être paysan français en 1428 ? Ça voulait dire que tu ne savais pas, en te couchant le soir, si tu aurais encore ta maison le lendemain matin. Les chevauchés, ces raids militaires organisés pour terroriser les populations civiles et priver l'ennemi de ressources, avaient transformé des régions entières en désert. Les soldats des deux camps pillaient sans distinction. Les routiers, ces mercenaires sans employeur fixe qui combattaient pour quiconque payait et pillaient quand personne ne payait, étaient devenus une calamité permanente. Des villages entiers avaient été abandonnés. Des terres agricoles fertiles étaient retournées à l'état sauvage, faute de bras pour les cultiver. La famine n'était pas une exception. C'était le fond de teint permanent de la vie ordinaire. Les villes n'étaient pas épargnées. Paris, sous occupation anglaise, avait perdu plus de la moitié de sa population depuis le début du siècle. Les chroniqueurs de l'époque décrivent des quartiers entiers vides, des loups qui entraient la nuit dans la ville par les brèches des remparts et dévoraient les cadavres que personne n'avait eu le temps ou la force d'enterrer. Un bourgeois parisien laisse dans son journal une phrase que j'ai du mal à sortir de la tête. Il écrit que les gens mouraient si vite que les cloches des églises sonnaient sans interruption, du matin au soir, et que les vivants avaient arrêté de les entendre, tellement le bruit était devenu normal. Voilà le contexte. Voilà le monde dans lequel Jeanne va devoir opérer. Et au centre de désastre, il y a Charles. Charles le Dauphin, futur Charles VII, l'homme que Jeanne va traverser 300 km de territoire ennemi pour aller convaincre. Il faut qu'on parle de lui, parce qu'il est essentiel à l'histoire, et parce que la version officielle le transforme trop souvent en simple décor de la légende de Jeanne. Charles est un homme profondément abîmé. Son enfance a été une succession de traumatismes. Une mère qui prend le parti des ennemis de son père, un père fou qui ne le reconnaît pas certains jours, une cour royale transformée en champ de bataille entre factions rivales. L'assassinat de son allié bourguignon dont il porte la responsabilité politique. À 26 ans, il a déjà vécu assez de catastrophes pour plusieurs existences. Ce qui ronge Charles plus que tout, c'est la question de sa légitimité. Il y a des rumeurs que sa propre mère, Isabeau de Bavière, a contribué à répandre dans ses moments de folie politique, qui suggèrent qu'il n'est pas le fils de Charles VI, que la couronne qu'il revendique ne lui appartient pas de droit. Pour un roi médiéval, cette question n'est pas qu'une blessure d'amour-propre, c'est une bombe politique à retardement. Sans légitimité divine et dynastique, il n'a aucun titre à gouverner. Et sans couronnement à Reims, la ville sacrée où tous les rois de France depuis Clovis avaient reçu l'onction, cette légitimité reste en suspens, contestable, vulnérable. Charles n'est pas encore roi. Il est une promesse de roi que personne ne croit vraiment. Orléans est la dernière pièce du puzzle qui tient encore. Cette ville sur la Loire est le dernier grand verrou qui protège le territoire contrôlé par Charles. Si Orléans tombe, rien ne s'oppose plus à une avancée anglaise vers le sud, vers Bourges, vers tout ce qui reste. Le siège a commencé en octobre 1428, mené par le comte de Salisbury avec une armée anglaise bien équipée et une méthodologie éprouvée. Les défenseurs d'Orléans résistent, mais tout le monde sait que le temps joue contre eux. Les vivres diminuent. Les sorties se font de plus en plus rares et de plus en plus coûteuses. Et les renforts tardent, parce que Charles n'a tout simplement plus les moyens d'en envoyer. C'est dans cette atmosphère d'effondrement imminent, de royaume qui retient son souffle avant de tomber, que la nouvelle arrive à la cour de Chinon. Il y a une fille de Lorraine, envoyée par Dieu selon ce qu'elle prétend, qui dit qu'elle peut lever le siège d'Orléans et faire couronner le dauphin à Reims.
Les courtisans rigolent. Les conseillers haussent les épaules. Certains murmurent qu'il faut se méfier, que ce pourrait être un piège anglais, une manipulation politique, une folle ou une espionne. Mais Charles, cet homme épuisé qui doute de tout et de lui-même en premier, Charles fait quelque chose d'inattendu. Il dit qu'il va la recevoir. Parce qu'au point où il en est, qu'est-ce qu'il a à perdre? Le royaume brûle déjà. Autant écouter la fille qui dit avoir le sceau. Il y a une scène que j'aimerais que tu visualises avec précision. Chinon, mars 1429. La grande salle du château est éclairée par des centaines de torches. 300 nobles, chevaliers et courtisans sont rassemblés, certains en armure, d'autres en habits de cour, tous là pour assister à ce qui s'annonce comme un spectacle, ou peut-être un test. Le dauphin Charles a décidé de jouer un tour à la fille de Lorraine dont tout le monde parle. Il s'est mêlé à la foule, habillé simplement, laissant un autre homme prendre sa place sur le trône. L'idée est simple. Si elle est vraiment envoyée par Dieu, elle devrait reconnaître le vrai roi. Si elle se trompe, le cas est réglé. Jeanne entre dans la salle. Elle balaie la foule du regard. Et sans hésiter, elle s'avance vers Charles et s'agenouille devant lui. Comment a-t-elle su? Les explications rationnelles existent. Quelqu'un lui avait peut-être décrit Charles, ou elle avait simplement lu la réaction des courtisans autour de lui. Mais ce qui importe, ce n'est pas la mécanique du moment, c'est l'effet qu'il produit. Dans cette salle pleine d'hommes habitués à ne croire qu'à ce qu'ils pouvaient toucher, quelque chose vient de se passer qui ne s'explique pas facilement. Et Jeanne, qui a parfaitement compris la valeur de ce moment, dit à Charles une chose qu'elle ne répétera jamais en public, une chose que lui seul entendra, et qui fera pâlir le dauphin et rougir ses joues dans la même seconde. Ce secret entre deux, les historiens ne l'ont jamais percé, mais ses effets ont été immédiats et durables. Pourtant, il serait trop simple de dire que Charles a cru en Jeanne à partir de ce moment-là. Le pouvoir médiéval ne fonctionnait pas comme ça, et Charles était trop politique, trop prudent et trop abîmé pour se laisser emporter par un seul geste dramatique. Ce qui suit la rencontre de Chinon, c'est quelque chose de bien plus intéressant qu'une conversion soudaine. C'est un processus d'évaluation qui ressemble presque à un audit. Charles envoie Jeanne à Poitiers, où un panel de théologiens, de juristes et de prélats de l'Église va l'interroger pendant 3 semaines. 3 semaines de questions. Sur sa foi, sur ses voies, sur ses intentions, sur sa moralité. 3 semaines pendant lesquelles les hommes les plus instruits du royaume cherchent la faille, l'incohérence, la preuve qu'elle est folle, hérétique ou manipulée. Ils ne trouvent rien. Et cela mérite qu'on s'y arrête, parce que c'est extraordinaire. Ces hommes ne sont pas des naïfs. Ce sont des professionnels de la théologie et du droit canonique, entraînés à détecter l'hérésie, la possession démoniaque, la simulation mystique. Et face à une fille de 17 ans, sans éducation formelle, ils ne trouvent rien à redire. Leurs conclusions sont prudentes. Ils ne confirment pas que ses voix sont divines. Ils n'affirment pas qu'elle est une sainte. Mais ils déclarent qu'il n'y a en elle aucun mal, aucune contradiction avec la foi, aucune raison de la rejeter. Ce verdict est exactement ce dont Charles avait besoin pour prendre sa décision sans mettre en jeu sa crédibilité. Mais il y a un autre angle de cette histoire qu'on oublie trop facilement. Avant Poitiers, avant Chinon, avant même Vaucouleurs, Jeanne avait déjà gagné une bataille qui était peut-être la plus difficile de toutes, celle contre sa propre famille. Quand elle avait annoncé à son père qu'elle devait partir pour voir le dauphin, la réaction avait été violente. Jacques d'Arc aurait dit, selon certains témoignages, qu'il préférerait la noyer de ses propres mains plutôt que de la voir partir ainsi. Ce n'est pas une exagération rhétorique. C'est la réaction d'un homme du XVe siècle face à la perspective de voir sa fille traverser seule un territoire en guerre, en compagnie de soldats, pour aller raconter ses visions à des puissants qui l'enverraient probablement en prison. Jacques d'Arc n'était pas un monstre.
il avait simplement peur. Et il avait raison d'avoir peur. Jeanne a contourné son père en passant par son oncle Durand. C'est une décision qui dit déjà beaucoup de choses sur son intelligence pratique. Elle savait qu'une confrontation directe avec l'autorité paternelle ne mènerait nulle part. Alors elle a trouvé la porte de côté. Le relais familial acceptable. La voie qui lui permettait d'avancer, sans briser complètement ce qui devait rester intact. Ce schéma, identifier la résistance, ne pas l'attaquer frontalement, trouver le contournement efficace, va se répéter tout au long de sa trajectoire. Jeanne n'est pas une fille qui enfonce les portes. Elle est une fille qui trouve la clé que personne n'avait regardée. La même intelligence est à l'œuvre à Vaucouleurs. Le premier refus de Baudricourt ne la décourage pas. Il lui donne des informations. Il lui dit que la résistance n'est pas idéologique, elle est prudentielle. Le capitaine n'est pas convaincu qu'elle est folle ou mauvaise. Il n'est pas sûr que le risque vaut la chandelle. Alors Jeanne ajuste. Elle revient. Elle parle aux soldats de la garnison, pas seulement au commandant. Elle crée un climat d'opinion favorable autour de Baudricourt avant même que celui-ci n'ait pris sa décision. Quand la prédiction des harengs se confirme, elle n'a plus besoin de convaincre. Elle n'a qu'à attendre que Baudricourt tire lui-même la conclusion. C'est de la politique instinctive, appliquée par une fille qui n'avait jamais mis les pieds dans une cour de sa vie. Une fois arrivée à Chinon, Jeanne fait quelque chose d'autre qui révèle cette même acuité. Elle demande une chose précise et concrète. Une armure, un cheval, et le commandement de l'armée qui doit aller secourir Orléans. Pas une faveur vague, pas un titre honorifique, pas une place à la cour. Elle sait exactement ce dont elle a besoin pour faire ce qu'elle dit vouloir faire. Et quand les conseillers de Charles tentent de la réorienter vers un rôle plus symbolique, une présence inspiratrice, un étendard de propagande vivant, elle refuse avec une fermeté qui surprend tout le monde. Elle ne veut pas être un symbole. Elle veut commander. Ce détail est fondamental, parce qu'il va définir la exacte de ce qu'elle accomplit à Orléans. L'armure est fabriquée à sa mesure à Tours. L'étendard blanc brodé d'iris, la fleur de lys, est commandé à un peintre de la ville. Une épée est retrouvée à Fierbois, derrière l'autel d'une église, exactement là où Jeanne dit aux émissaires royaux d'aller chercher. La découverte de cette épée à l'endroit précis qu'elle indique produit un effet considérable sur ceux qui en sont témoins. Encore une fois, les explications rationnelles existent. Elle avait peut-être entendu parler de cette épée, ou quelqu'un de son entourage la connaissait. Mais dans le contexte d'une époque où les signes divins étaient pris au pied de la lettre, chaque détail comme celui-là construit une réputation que les mots seuls n'auraient jamais pu créer aussi vite. Le 29 avril 1429, Jeanne entre à Orléans à la tête d'un convoi de ravitaillement. Les habitants de la ville sortent dans les rues avec des torches, malgré le danger, malgré le couvre-feu, malgré les archers anglais positionnés dans les bastilles autour de la ville. Ils veulent la voir, ils veulent la toucher. Il y a dans les chroniques de l'époque une phrase d'un témoin qui dit que la foule se pressait si fort autour d'elle que le feu de sa torche a failli prendre à son étendard, et qu'elle a géré l'incident avec un calme qui a encore amplifié l'enthousiasme de la foule. Ce soir-là, dans une ville assiégée, affamée et épuisée, quelque chose a changé. Pas encore dans les faits militaires. Les bastilles anglaises sont toujours là, les soldats anglais toujours en position. Mais dans les têtes, dans les corps. Une fille de 17 ans venait d'entrer dans Orléans et avait transformé l'air que la ville respirait. Et dans 9 jours, tout le reste allait suivre. 9 jours. C'est le temps qu'il a fallu à Jeanne pour faire ce que les meilleurs capitaines du royaume n'avaient pas réussi à faire en 7 mois. 9 jours pour lever le siège d'Orléans, reprendre les bastilles anglaises une par une et transformer une ville à bout de souffle en symbole d'une résurrection nationale. Si tu lis ça dans un roman, tu trouves ça exagéré, trop propre, trop rapide, trop parfait. Et pourtant, les faits sont là, documentés par des témoins des deux camps, consignés dans des chroniques françaises et anglaises qui n'ont aucun intérêt à raconter la même histoire si elle n'est pas vraie. Mais voilà ce que personne ne te dit sur Orléans. Ce n'est pas un miracle. C'est quelque chose de bien plus intéressant que ça.
Quand Jeanne arrive dans la ville assiégée, la situation militaire est la suivante. Les Anglais ont construit une série de bastilles, des fortifications de bois et de terre autour d'Orléans pour en contrôler les accès. Ils ne sont pas assez nombreux pour encercler complètement la ville, ce qui laisse des corridors par lesquels les défenseurs peuvent encore communiquer et recevoir des renforts limités. Mais le rapport de force est clair. Les Anglais tiennent les points stratégiques, leur moral est bon, et ils savent que le temps joue pour eux. De leur côté, les défenseurs français sont épuisés, divisés entre factions, et surtout paralysés par une culture militaire médiévale qui valorise la prudence défensive au détriment de l'initiative offensive. Ils attendent. Depuis 7 mois, ils attendent. Jeanne change une seule chose, mais cette chose change tout. Elle attaque. Dès le 2e jour, contre l'avis des capitaines expérimentés qui préfèrent consolider le ravitaillement et attendre des renforts supplémentaires, elle pousse à l'offensive. La bastille de Saint-Loup est prise le 4e mai. Aux Augustins tombe le 5e mai. Et le 6e mai, Jeanne mène l'assaut contre les tourelles, la fortification la plus puissante des Anglais, gardant le pont sur la Loire, le vrai verrou du siège. L'assaut dure toute la journée. Jeanne est blessée par une flèche qui lui transperce l'épaule entre le cou et la poitrine. Elle retire la flèche elle-même, selon les témoignages, pleure un moment de douleur, prie, puis retourne au combat. Les tourelles tombent le soir même. Maintenant, arrêtons-nous sur ce détail de la blessure, parce qu'il est fondamental pour comprendre ce qui se passe à Orléans. Elle avait prédit, lors d'une réunion avec les capitaines le matin de cet assaut, qu'elle serait blessée ce jour-là. Elle l'avait dit clairement, calmement, comme on annonce la météo. Quand la flèche la touche en plein milieu de la bataille et que les soldats autour d'elle commencent à vaciller, à chercher à la protéger, à vouloir battre en retraite pour la mettre à l'abri, elle refuse. Elle se relève. Elle repart. Pour des hommes qui ont vu des dizaines de capitaines quitter le champ de bataille à la première blessure sérieuse, ce geste-là a une valeur que rien d'autre n'aurait pu produire. Ce n'est pas de la bravoure irrationnelle. C'est une démonstration calculée de ce dont elle est capable d'endurer, et donc de ce qu'elle est. Mais l'effet le plus profond d'Orléans n'est pas sur les Français. Il est sur les Anglais. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Les soldats anglais qui assiègent Orléans ne sont pas des hommes superstitieux plus que leurs contemporains, c'est-à-dire qu'ils le sont énormément. Ils ont entendu parler de la pucelle avant même qu'elle n'arrive. Des rumeurs avaient couru de ville en ville, de garnison en garnison, sur cette fille envoyée par Dieu pour chasser les Anglais de France. Certains de leurs chefs avaient ricané, mais d'autres avaient commencé à se poser des questions. Et quand Jeanne, avant l'assaut des tourelles, envoie un message aux capitaines anglais pour leur demander de se rendre et de rentrer chez eux, un message qu'elle signe de sa propre main dicté à un scribe, avec une assurance absolue, quelque chose se fissure dans la certitude anglaise. Le matin du 8e mai, les Anglais sortent de leur position restante et se mettent en formation de bataille devant les murs d'Orléans. C'est un défi. Ils proposent d'un affrontement en race campagne, les règles classiques de la guerre médiévale. Jeanne sort avec son armée, se met en formation face à eux et attend. Pendant 1 heure, les deux armées se regardent. Puis les Anglais font demi-tour et lèvent le camp. Ils partent. Sans combattre, sans que personne ne tire une flèche ou brandisse une épée, ils abandonnent leur artillerie, leurs provisions, leurs morts. Ils s'en vont. Les chroniqueurs anglais qui racontent cet épisode essaient d'expliquer la décision par des raisons tactiques. Les renforts français annoncés, la perte des tourelles, la logistique fragilisée. Tout cela est réel. Mais il y a dans leur texte quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Une peur qui n'était pas seulement militaire. Il faut comprendre ce que représente la victoire d'Orléans dans le contexte de la guerre de Cent Ans. Depuis Azincourt, en 1415, les Anglais étaient perçus comme militairement invincibles sur le sol français. Cette bataille avait anéanti la chevalerie française avec une brutalité telle qu'elle avait fonctionné comme une prophétie autoréalisatrice.
Les Français avaient commencé à se battre comme des gens qui avaient déjà perdu. Orléans brise exactement ce mécanisme. Elle prouve que les Anglais ne sont pas invincibles, qu'ils peuvent reculer, qu'ils peuvent avoir peur. Et cette preuve, une fois établie, est aussi précieuse que n'importe quelle victoire militaire concrète. Dans les jours qui suivent la levée du siège, Jeanne écrit des lettres. Elle en envoie une à Charles pour lui annoncer la victoire et l'exhorter à se préparer pour la marche vers Reims. Elle en envoie une aux habitants de plusieurs villes pour leur annoncer la libération d'Orléans et leur demander leur loyauté au roi légitime. Et elle en envoie une aux capitaines anglais pour leur répéter ce qu'elle leur a déjà dit. La guerre est finie, rentrez chez vous. Il n'y a plus rien pour vous ici. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la stratégie de communication médiévale, utilisée avec une maîtrise que des conseillers politiques expérimentés auraient admirée. Elle comprend que la guerre se gagne aussi dans les têtes, et elle travaille les deux fronts simultanément. Les semaines qui suivent Orléans voient Jeanne à la tête des opérations dans la vallée de la Loire. Jargeau tombe. Meung-sur-Loire tombe. Beaugency capitule. Puis Patay. Et Patay mérite une mention spéciale parce que c'est une victoire militaire pure, sans dimension symbolique particulière, qui prouve que ce qui se passe n'est pas seulement une affaire de morale et de prophétie. À Patay, l'avant-garde française surprend les archers anglais avant qu'ils n'aient eu le temps de planter les pieux qui constituaient leur défense classique depuis Crécy et Azincourt. Ce qui suit est un désastre anglais complet. 2000 soldats tués, les meilleurs capitaines capturés, la légende de l'invincibilité anglaise achevée dans la boue d'un champ de blé normand. Jeanne n'a pas inventé la tactique de Patay, mais c'est sous son commandement que l'armée française a retrouvé la vitesse et l'audace qui rendaient cette tactique possible. Il y a une question que je me pose chaque fois que j'étudie cette séquence de victoire. Est-ce que Jeanne était un génie militaire au sens technique du terme? La réponse honnête est probablement pas, ou pas principalement. Les capitaines expérimentés qui combattaient à ses côtés, La Hire, Dunois, Gilles de Rais, avaient les compétences tactiques qu'elle n'avait pas. Ce que Jeanne avait, c'était quelque chose que ces hommes avaient perdu depuis longtemps. La conviction absolue que la victoire était non seulement possible, mais certaine. Et cette conviction, dans une armée qui avait appris à se battre comme des perdants depuis 15 ans, valait 10 000 soldats supplémentaires. Elle n'a pas changé les règles de la guerre. Elle a changé les règles de ce que les hommes croyaient possible. Et parfois, c'est exactement la même chose. Orléans est libéré. Jargeau, Maing, Beaugency, Patay. Victoire en cascade. L'armée anglaise en déroute dans la vallée de la Loire. À ce moment précis de l'histoire, Jeanne aurait pu s'arrêter. Les conseillers de Charles le lui suggèrent d'ailleurs avec une insistance qui ressemble à de la panique déguisée en sagesse. Consolider les gains. Négocier une trêve depuis une position de force. Attendre que les Anglais se stabilisent avant de tenter quoi que ce soit d'aussi fou qu'une marche vers Reims à travers 300 km de territoire encore largement contrôlé par l'ennemi et ses alliés bourguignons. C'est la décision raisonnable. C'est la décision prudente. C'est exactement ce que Jeanne refuse de faire. Pourquoi Reims? Il faut comprendre ce que cette ville représente pour saisir l'enjeu de ce qui va suivre. Depuis Clovis, le premier roi des Francs baptisé à la fin du 5e siècle, tous les rois de France légitimes sont sacrés à Reims. Pas couronnés, sacrés. La nuance est fondamentale dans la mentalité médiévale. Le couronnement est un acte politique. Le sacre est un acte divin. L'onction avec l'huile sainte, la sainte ampoule conservée dans la cathédrale, fait du roi loin du Seigneur, son représentant sur terre, une figure dont l'autorité ne vient plus des hommes, mais de Dieu lui-même. Tant que Charles n'est pas sacré à Reims, il peut toujours être contesté. Une fois sacré, le contesté revient à contester Dieu. Et au XVe siècle, c'est une position infiniment plus inconfortable. Jeanne a compris quelque chose que les conseillers politiques de Charles, enfermés dans leurs calculs à court terme, n'arrivent pas à voir.
La guerre ne se gagnera pas seulement sur les champs de bataille. Elle se gagnera dans les esprits, dans la légitimité, dans le récit que les gens se racontent sur qui gouverne la France de droit divin. Les victoires militaires sont réelles, mais elles sont réversibles. L'histoire de cette guerre en est la preuve permanente. Un sacre à Reims, en revanche, est irréversible. Il installe Charles dans une catégorie d'existence différente, une catégorie que même une défaite militaire ne peut plus effacer. Jeanne pense en stratège politique à long terme, et c'est précisément pour ça que ces généraux, qui pensent en tacticiens à court terme, ne comprennent pas toujours ce qu'elle fait. Le 19 juin 1429, Jeanne convainc Charles de lancer la marche. L'armée qui part vers Reims n'est pas une force de conquête massive. C'est une colonne d'environ 12 000 hommes qui avance dans un territoire incertain, ville après ville, en espérant que la réputation d'invincibilité construite à Orléans et dans la vallée de la Loire précède suffisamment son arrivée pour éviter des sièges coûteux. Et c'est exactement ce qui se passe. Auxerre négocie. Troyes capitule après quelques jours de pourparlers. Châlons ouvre ses portes sans résistance. Ce n'est pas une armée qui avance, c'est une idée qui se propage. Et les villes choisissent de quel côté de l'histoire elles veulent se trouver. Troyes mérite une attention particulière, parce que c'est là que le traité maudit de 1420 avait été signé. Celui qui avait déclaré le dauphin bâtard et donné la France aux Anglais. La prise de Troyes par les forces de Charles VII efface symboliquement ce traité d'une façon qu'aucun document juridique n'aurait pu accomplir. Ce n'est pas annulé par des juristes dans une salle de tribunal. C'est écrasé sous les sabots d'une armée victorieuse dans la ville même où il avait été signé. Jeanne comprend la puissance de ce geste. Elle comprend que la géographie de la guerre porte une charge symbolique aussi lourde que sa charge militaire, et elle sait lire cette carte-là aussi bien que l'autre. Le 16 juillet 1429, l'armée entre à Reims. La ville avait été tenue par les Bourguignons, mais à l'approche des forces du Dauphin, la garnison bourguignonne s'est retirée sans combattre et la population a ouvert les portes. Le lendemain matin, le 17 juillet, Charles est sacré dans la cathédrale Notre-Dame de Reims. Cette cathédrale dont la construction avait commencé au XIIIe siècle et dont chaque pierre semble avoir été posée pour ce moment précis. La cérémonie dure des heures. Les évêques sont présents, les pères du royaume sont présents, les reliques et les huiles saintes sont là. Et Jeanne est là aussi, debout près du roi, tenant son étendard blanc à la main, pleurant en silence. Il y a un témoignage d'un contemporain qui décrit ce moment d'une façon qui ne te quitte pas. Il dit que Jeanne, après le sacre, s'est agenouillée devant Charles et lui a embrassé les genoux en disant, en pleurant, que la volonté de Dieu était accomplie et que c'était pour ça qu'elle avait été envoyée. Ce moment dit quelque chose de fondamental sur Jeanne que les portraits triomphants ne montrent pas toujours. Elle n'est pas là pour sa gloire. Elle n'est pas là pour le pouvoir. Elle a un mandat précis, elle vient de l'accomplir, et la vague d'émotions qui la submerge dans cette cathédrale ressemble moins à la satisfaction d'une conquérante qu'au soulagement de quelqu'un qui portait un poids insupportable et qui vient enfin de le poser. Mais voilà ce que personne n'ose dire à voix haute ce matin de juillet à Reims. Jeanne, à cet instant précis, est en train de perdre du pouvoir. Parce que le sacre qu'elle vient de rendre possible change fondamentalement sa position. Avant le sacre, Charles avait besoin d'elle. Elle était la condition nécessaire de sa légitimité. Après le sacre, Charles est roi de plein droit, oint de Dieu, souverain incontestable. Il n'a plus besoin d'une prophétesse pour gouverner. Il a besoin de diplomates, de négociateurs, d'alliances. Et Jeanne, avec sa conviction que la guerre doit continuer jusqu'à la chasse complète des Anglais, commence à devenir un problème politique autant qu'un atout militaire. Les semaines qui suivent le sacre révèlent cette fissure avec une clarté douloureuse. Jeanne veut marcher sur Paris. Elle est convaincue que le momentum est là, que la psychologie des populations joue pour eux, que chaque jour d'attente donne aux Anglais le temps de se réorganiser. Charles, lui, négocie. Il signe des trêves avec les Bourguignons, accepte des délais, laisse passer des opportunités
que Jeanne voit s'évaporer avec une frustration croissante. L'assaut sur Paris a finalement lieu en septembre 1429, mais sans le soutien enthousiaste du roi et de ses conseillers. Un assaut à moitié cœur, mal préparé, qui échoue. Jeanne est blessée à la cuisse devant les remparts parisiens. Charles ordonne la retraite. Ce recul devant Paris est le premier vrai échec de Jeanne, et il n'est pas militaire, il est politique. Elle se heurte pour la première fois à quelque chose que sa conviction et son audace ne peuvent pas surmonter. Un roi qui a obtenu ce qu'il voulait et qui préfère maintenant la diplomatie à la guerre. Les mêmes conseillers qui l'avaient accueilli à Chinon avec méfiance retrouvent leur affluence maintenant que le besoin urgent est passé. La cour reprend ses droits. Et Jeanne, qui n'a jamais appris à naviguer dans les eaux calmes et venimeuses de la politique de palais, commence à se retrouver isolée d'une façon qu'elle ne voit peut-être pas encore clairement. Elle a sauvé le royaume. Et le royaume, désormais sauvé, a d'autres priorités que de continuer à la laisser le diriger. Le 23 mai 1430, Jeanne est capturée devant Compiègne. Elle mène une sortie contre les forces bourguignonnes qui assiègent la ville. La contre-attaque ennemie est plus rapide que prévu. Et dans la retraite désordonnée qui s'ensuit, elle se retrouve coupée de ses troupes, tirée de son cheval par un archer qui attrape sa cape, et forcée de se rendre. Ce moment précis, le bruit du métal sur la boue, les mains qui la saisissent, le cheval qui continue sans elle, marque la fin de la Jeanne d'Arc de légende et le début de quelque chose de plus sombre et de plus révélateur sur la feuille du pouvoir médiéval. Ce qui l'attend n'est pas une prison. C'est un tribunal construit pour la détruire. La première question que tout le monde devrait se poser est simple. Où était Charles pendant ce temps? La réponse est inconfortable. Charles VII, le roi que Jeanne avait traversé la France pour faire sacrer, le roi qu'elle avait porté sur ses épaules depuis Chinon jusqu'à Reims, ne fait rien pour la libérer. Aucune négociation sérieuse, aucune tentative de rançon, aucune pression diplomatique significative en sa faveur. Les archives montrent que Charles était parfaitement informé de la situation. Il choisit le silence. Les historiens débattent encore des raisons. Calculs politiques, lâcheté personnelle, conseils de courtisans qui voyaient en Jeanne une rivale d'influence plutôt qu'un actif stratégique. Quelle que soit la raison, l'effet est le même. Jeanne est seule. Jean de Luxembourg, le seigneur bourguignon qui la détient, la vend aux Anglais pour 10 000 livres tournois. C'est une fortune. C'est aussi un signal très clair sur la valeur que les Anglais accordent à sa neutralisation. Ils auraient pu l'emprisonner, l'utiliser comme monnaie d'échange, la laisser pourrir dans un cachot jusqu'à ce qu'elle soit oubliée. Ils choisissent autre chose. Ils choisissent un procès. Et ce choix révèle quelque chose d'essentiel sur ce qui les dérange vraiment chez Jeanne. Ce n'est pas ce qu'elle a fait militairement, c'est ce qu'elle représente. Une fille qui dit tenir son autorité de Dieu directement, sans passer par l'Église ni par les rois anglais, est une idée infiniment plus dangereuse qu'une guerrière. Il faut donc détruire l'idée, pas seulement la femme. Pierre Cochon, évêque de Beauvais, est l'homme qui va orchestrer cette destruction. Il est français, ce qui est important. Les Anglais ont compris qu'un procès mené par des Anglais contre une fille française aurait l'air de ce qu'il est, une vengeance de vainqueur. Un procès mené par un évêque français, au nom de l'Église, sur des accusations d'hérésie, c'est une autre affaire. Cochon est intelligent, compétent et totalement corrompu. Il est un homme de l'Église qui a choisi le camp anglais pour des raisons politiques et personnelles. Et il met toute son expertise théologique au service d'une conclusion décidée d'avance. Jeanne doit être déclarée hérétique. La question n'est pas de savoir si elle l'est, c'est de construire le dossier qui le prouvera. Le procès s'ouvre à Rouen en février 1431. Jeanne a 19 ans. Elle est gardée dans une cellule anglaise, enchaînée, surveillée par des soldats hommes, alors que les règles canoniques exigeaient des gardiennes féminines pour une accusée de ce sexe. Cette violation délibérée des procédures est un détail qui dit tout sur l'état d'esprit des organisateurs. Les formes sont respectées en apparence et piétinées en réalité. Face à elle, un panel de théologiens, de canonistes et d'assesseurs ecclésiastiques,
Certaines sources disent jusqu'à 70 hommes d'église présents lors de certaines sessions. Une fille analphabète, seule, sans avocat, sans conseil, face à la puissance académique et juridique de l'Église médiévale. Le rapport de force est si absurde qu'il en est presque obscène. Et pourtant Jeanne tient. Pendant des semaines, lors de sessions répétées, face à des questions conçues comme des pièges théologiques sophistiqués, elle répond avec une précision et une cohérence qui déstabilisent régulièrement ses juges. Quand on lui demande si elle est en état de grâce, une question piège parce que dire oui serait présomptueux et dire non serait s'avouer coupable, elle répond « Si je n'y suis pas, Dieu m'y mette, et si j'y suis, Dieu m'y garde ». Les théologiens présents notent dans les minutes du procès qu'ils sont incapables de trouver une réponse plus juste à cette question. Une fille qui n'a jamais étudié la théologie vient de déjouer un piège que des docteurs en droit canon avaient mis des jours à construire. Les accusations se multiplient et se révisent au fil du procès, ce qui est en soi une preuve que le dossier est faible. On l'accuse de porter des habits d'homme, ce qu'elle fait par nécessité pratique dans un environnement militaire et maintenant carcéral. On l'accuse de soumettre ses visions au jugement de personne, de prétendre avoir une relation directe avec Dieu sans passer par l'Église comme intermédiaire. C'est ce dernier point qui est le vrai cœur du procès et le plus dangereux. Une personne qui dit tenir ses ordres directement du ciel n'a pas besoin de pape, d'évêque ni de roi pour valider son autorité. C'est une idée subversive à un niveau existentiel pour les institutions qui organisent le procès. Le 24 mai 1431, sous la pression d'une mise en scène élaborée, conduite dans un cimetière, face à un bûcher déjà allumé, avec une foule rassemblée pour assister à son exécution, Jeanne signe une abjuration. Elle reconnaît ses torts, elle promet d'obéir à l'Église, elle renonce à ses voix. C'est la capitulation que ses juges attendaient. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est ce qui se passe 4 jours plus tard. Jeanne revient sur son abjuration. Elle dit qu'elle a signé par peur, qu'elle ne comprenait pas ce qu'on lui faisait signer, que ses voix lui ont dit qu'elle avait mal agi en cédant. Cette rétractation la condamne automatiquement comme relapse, une hérétique revenue à ses erreurs après abjuration, ce qui ne laisse canoniquement qu'une seule issue possible. Le 30 mai 1431, Jeanne est brûlée vive sur la place du Vieux Marché à Rouen. Elle a 19 ans. Elle demande qu'on lui tienne une croix devant les yeux pendant que les flammes montent. Un soldat anglais, selon le témoignage d'un notaire présent ce jour-là, fabrique une petite croix de bois avec 2 branches ramassées par terre et la lui tend à travers les flammes. Certains témoins disent avoir entendu le nom de Jésus dans ses dernières paroles. D'autres disent qu'ils ont pleuré, même parmi les Anglais, même parmi ceux qui avaient voulu ce moment. Le bourreau dit plus tard, à voix basse, qu'il avait peur d'être damné pour ce qu'il venait de faire. Les cendres sont jetées dans la Seine pour qu'il ne reste rien, aucune relique, aucun objet de vénération. Il voulait l'effacer complètement. Il n'avait pas compris que c'était déjà trop tard. Ce qu'il faut retenir de ce procès, au-delà de l'horreur et de l'injustice, c'est sa logique interne froide et parfaitement cohérente. Jeanne représentait une forme d'autorité qui court-circuitait toutes les structures existantes. L'Église, la noblesse, la monarchie. Elle n'avait pas demandé la permission. Elle n'avait pas été investie par les institutions. Elle avait simplement dit « Dieu me l'a dit » et les hommes l'avaient suivi. Pour des hommes dont le pouvoir dépendait entièrement du contrôle des canaux d'autorité légitimes, c'était intolérable. Pas parce qu'elle était mauvaise, parce qu'elle était libre d'une façon qu'aucun système ne pouvait absorber. Et les systèmes qui ne peuvent pas absorber ce qui les menace ont une réponse universelle, aussi ancienne que le pouvoir lui-même. Ils brûlent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils avaient jeté ces cendres dans la Seine pour qu'il ne reste rien. Pas de tombe, pas de relique, pas d'objet qu'on puisse vénérer, pas de lieu qu'on puisse transformer en pèlerinage. La logique était parfaite. Sans trace physique, la mémoire s'effacerait. Les gens oublieraient. La fille de Don Rémy deviendrait une anecdote de guerre,
un épisode mineur dans la longue chronique sanglante de la guerre de Cent Ans. 25 ans plus tard, Charles VII, le roi qu'elle avait fait sacrer, le roi qui n'avait pas levé le petit doigt pour la sauver, ordonne la réouverture du procès. Non pas par remords, soyons honnêtes sur ce point, par calcul politique. Parce qu'un roi dont la légitimité repose sur une femme condamnée pour hérésie est un roi dont la légitimité est elle-même fragile. Il faut réhabiliter Jeanne pour se réhabiliter lui-même. Même mort, elle lui est encore utile. Le procès en nullité s'ouvre en 1455, 24 ans après le bûcher de Rouen. Des témoins sont convoqués de partout, de Domrémy, d'Orléans, de Rouen, de Chinon. Des gens qu'il avait connus enfant, qu'il avait vu combattre, qui avaient assisté à son procès. Leurs témoignages constituent aujourd'hui l'une des sources historiques les plus précieuses sur Jeanne, parce qu'ils sont précis, souvent contradictoires dans les détails, et donc authentiques, d'une façon que les récits officiels ne sont jamais. En 1456, le verdict tombe. Le procès de 1431 est déclaré nul, entaché de fraude, de haine et d'iniquité. Jeanne est réhabilitée, officiellement innocente. Le problème, c'est qu'elle est morte depuis 25 ans, et que personne n'a demandé l'avis de ses cendres dans la Seine. Mais voilà ce qui est fascinant dans la trajectoire posthume de Jeanne. Elle n'avait pas attendu la réhabilitation officielle pour continuer à exister dans les mémoires. Orléans célébrait déjà sa libératrice chaque année depuis 1432, un an après sa mort. Des poèmes circulaient, des pièces de théâtre étaient jouées. Dans les villages de Lorraine, les gens racontaient son histoire à leurs enfants comme on raconte une histoire vraie, pas comme on raconte une légende. La machine de l'oubli que ces juges avaient voulu mettre en marche n'avait jamais vraiment fonctionné. Parce que les gens qui l'avaient vue, qui l'avaient suivie, qui avaient pleuré devant les murs d'Orléans quand elle était entrée avec ses torches, ces gens-là n'oubliaient pas. Et ils avaient des enfants. Et ces enfants avaient des enfants. Les siècles qui suivent transforment Jeanne en miroir. Chaque époque y voit ce qu'elle a besoin de voir. La monarchie française du XVIe et du XVIIe siècle en fait un symbole de la légitimité divine du pouvoir royal. Elle a fait sacrer un roi, donc elle valide l'idée que les rois tiennent leur pouvoir de Dieu. La Révolution française s'en empare différemment. Jeanne devient la fille du peuple, l'enfant des champs contre l'aristocratie corrompue, la preuve que la vertu peut surgir de n'importe où. Napoléon la récupère pour en faire un emblème du nationalisme militaire français. Et au XXe siècle, elle devient successivement un symbole de la résistance contre l'occupant, un étendard de la droite nationaliste, une icône féministe, une sainte catholique. La même femme. Des lectures radicalement opposées. C'est la marque des figures qui touchent à quelque chose d'assez profond pour que chaque génération s'y reconnaisse. La canonisation arrive en 1920, près de 500 ans après le bûcher. L'Église catholique, qui l'avait brûlée comme hérétique, la déclare sainte. Si tu cherches un exemple parfait d'institution qui retourne sa veste avec une tranquillité absolue, tu ne trouveras pas beaucoup mieux que ça. Mais au-delà de l'ironie institutionnelle, la canonisation dit quelque chose d'important. Même l'organisation la plus puissante du monde occidental médiéval, celle qui avait organisé sa mort avec une minutie juridique remarquable, a fini par reconnaître qu'elle n'avait pas réussi à l'effacer. Jeanne avait gagné ce combat là aussi. Simplement, elle avait mis 500 ans à le gagner. Alors maintenant, la question qui me ronge depuis le début de cette histoire. Qu'est-ce que Jeanne d'Arc était vraiment? Une sainte? Une mystique? Une stratège politique instinctive? Une jeune femme avec un trouble neurologique qui produisait des visions et des voix que son époque interprétait en termes religieux? Peut-être tout ça à la fois. Peut-être que la question elle-même est mal posée, qu'elle cherche une explication unique là où la réalité humaine est toujours multiple et contradictoire. Ce qui est sûr, c'est ceci. Ces voix lui donnaient des ordres militaires et politiques d'une précision remarquable. Et ces ordres, quand ils ont été suivis, ont fonctionné. Quel que soit le mécanisme à l'œuvre, divin,
psychologique, ou les deux? Le résultat, lui, est dans les livres d'histoire. Il y a un détail que j'ai gardé pour la fin, parce qu'il me semble être le plus révélateur de tout. Lors de son procès, un juge lui pose une question directe. Est-ce que tu sais si tu es en faveur de Dieu? C'est la question piège dont j'ai parlé plus tôt, à laquelle elle répond avec une élégance théologique parfaite. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle dit ensuite, quand les questions deviennent plus personnelles. On lui demande si elle a peur de mourir. Elle dit qu'elle préférerait vivre si c'était la volonté de Dieu, parce qu'elle a encore des choses à faire. Elle ne dit pas qu'elle est prête à mourir pour la gloire divine. Elle dit qu'elle préférerait vivre. Ce détail minuscule, noyé dans des milliers de pages de minutes de procès, me touche plus que tous les récits épiques de bataille. C'est une fille de 19 ans qui préférerait vivre, simplement humaine, au milieu de tout le reste. La guerre de Cent Ans se termine officiellement en 1453, 22 ans après la mort de Jeanne. Les Anglais perdent presque tout leur territoire français. La France que Jeanne avait voulu sauver survit, se reconstruit, devient l'une des puissances dominantes de l'Europe moderne. Est-ce que cela aurait eu lieu sans elle? La question est impossible à répondre avec certitude, comme toutes les questions sur ce qui aurait pu ne pas arriver. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1429, la trajectoire pointait vers un effondrement que personne ne voyait comment arrêter, et qu'une fille de 17 ans l'a arrêté. Pas seule, aucune personne n'accomplit jamais rien vraiment seule. Mais elle a été le point de bascule. L'élément qui a changé la variable principale dans une équation que tout le monde croyait déjà résolue dans le mauvais sens. Ce qui m'inquiète le plus dans cette histoire, ce n'est pas le bûcher, ce n'est pas la trahison de Charles, ni la corruption de Cochon, ni la brutalité du système qui l'a tué. Ce qui m'inquiète, c'est à quel point tout était prévisible. Une fille qui menaçait les structures de pouvoir existantes sans en faire partie, sans leur demander la permission, sans accepter de jouer le jeu de leur légitimité, cette fille-là ne pouvait finir que d'une façon dans ce système-là. Le bûcher n'était pas une anomalie. C'était la logique du système qui fonctionnait exactement comme prévu. Et si tu crois que cette logique appartient au XVe siècle, regarde autour de toi. Regarde ce qui arrive aujourd'hui aux gens qui court-circuitent les canaux officiels d'autorité, qui disent tenir leur légitimité d'ailleurs que des institutions reconnues, qui refusent de demander la permission avant d'agir. Les flammes ont changé de forme. La logique, elle, n'a pas bougé d'un millimètre. Jeanne d'Arc n'est pas une histoire médiévale. C'est un manuel sur la façon dont le pouvoir prête ceux qu'il ne peut pas absorber. Et ce manuel, personne ne l'a encore refermé.